Bien bonsoir, dans l'actualité, l'insécurité dans la banlieue de Dakar avec les agressions et meurtres qui s'y multiplient. Dernière en date, la mésaventure fatale d'un commerçant nigérian. La reconduction du mot d'ordre de grève des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao, 72 heures pour le règlement de 2 mois d'arrêt de paye. Zoom sur le casse-tête de l'obtention des licences de pêche. Les piroguiers utilisent des voies parallèles. L'autorité cherche à les en dissuader. Dépollution de la baie de Anne. L'État obtient le financement 33 milliards de francs CFA pour réaliser ce projet. L'acte 3 de la décentralisation avec ses dispositions qui dérangent. À Louga, la caravane de sensibilisation accueillie par des brassards rouges. Mini-dossier ce soir sur cette question. Le ministre de tutelle est avec nous. Nous retrouvons Maître Oumar Youm en fin de journal. Banlieue de Dakar, les malfaiteurs fixent l'heure d'aller au lit. Plus question de traîner jusqu'au-delà de 19h. Là, les agresseurs ont fini de terroriser les populations de la banlieue de Dakar à l'étroit dans leur propre quartier. Je vous en parlais hier de ce commerçant nigérian poignardé à mort par un tandem d'agresseurs. Thierno Laurent Mendy et Hadia Talla étaient retournés sur les lieux du crime. Le meurtre du ressortissant nigérian remet sur la table le problème d'insécurité aux Parcelles Assainies et dans la banlieue. Les populations rabâchent le manque d'éclairage qui les expose. Le manque d'éclairage, c'est ça notre problème. C'est ça notre souci principal. Vraiment, on fait un appel à M. le maire pour qu'il puisse venir nous aider quoi, sur l'éclairage. Vraiment. Ils rentrent dans l'école, mais tu ne peux pas les poursuivre. Parce qu'il y a l'insécurité et l'obscurité. C'est ça notre problème. Et cette absence de lampadaire, outre de favoriser l'insécurité, à l'unité 8 des Parcelles Assainies, profite aussi à des malfrats et délinquants qui squattent l'école primaire du quartier. Ce qui nous fait mal, c'est l'absence d'éclairage. Tout est sombre ici. Et à partir de 19h, vraiment, c'est pas sûr de sortir. Moi qui ai l'habitude de faire cours jusqu'à 22h, j'ai peur parfois. Il n'y a jamais eu un meurtre dans ce quartier et les autorités doivent pouvoir nous mettre de la lumière. Des malfaiteurs, mais qui n'habitent pas là. Ils habitent d'autres quartiers, mais qui viennent ici parce qu'il y a l'école qui n'a pas de lumière, quoi. C'est ça l'objet principal. Parce qu'il vient ici, il se met ici devant le mur et il fume le savre indien, ensuite il repart. Les populations demandent le renforcement de la sécurité et l'amélioration de l'éclairage public. Nous demandons au maire de nous remettre l'éclairage public, qu'on puisse vaquer à nos occupations, mais aussi de multiplier les patrouilles policières pour assurer notre sécurité. En attendant une solution au problème de l'éclairage public, certains habitants des Parcelles Assainies et de la banlieue préfèrent rester chez eux à partir d'une certaine heure de la nuit. Et puis la suppression des agences chargées de l'emploi des jeunes. Le projet de Macky Sall qui entend créer un seul pôle pour la promotion de l'emploi des jeunes au Sénégal crée la panique. En effet, les travailleurs de ces agences veulent se donner justement les moyens de préserver ou de sauvegarder leur poste. Ils se sont retrouvés ce matin en Assemblée générale. Voici leur porte-parole. On était en phase par rapport à cette rationalisation, mais à notre grande surprise, lorsque le décret de dissolution est tombé, en tout cas, l'avenir du personnel de ces structures-là n'était pas édifié dans le décret. Ce que nous revendiquons, c'est que les structures sont dissoutes, mais la préservation des emplois de ces jeunes-là. Nous qui sommes, n'est-ce pas, du personnel de ces structures, nous ne devons pas quand même être victimes, n'est-ce pas, de cette rationalisation. Et le président de la République n'a jamais parlé de licenciement ou bien, n'est-ce pas, de cette décision arbitraire. Aujourd'hui, il y a des cagoulards qui sont cassés derrière cette décision, ministère en tout cas de cette décision, pour justement se débarrasser, n'est-ce pas, de ces jeunes qui sont des Sénégalais. Nous ne sommes pas des Burkinabés, nous ne sommes pas des Bissau-Guinéens, nous sommes des jeunes. Nous travaillons dans ces structures, donc logiquement, quand il y a une nouvelle structure qui prend en compte l'emploi des jeunes, le personnel qui était là depuis 10 ans, 5 ans doit être reversé automatiquement dans cette structure.
Hôpital Abass Ndao de Dakar, le personnel a reconduit son mot d'ordre de grève de 72 heures. Les médecins exigent en effet le règlement de 2 mois d'arrêt de salaire, mais aussi une meilleure gestion de la structure. Le syndicat SAMES était devant la presse ce matin. Un compte rendu de Jafar Abba et Memouna Ndiaye. 72 heures de grève renouvelable, c'est le nouveau mot d'ordre du personnel de l'hôpital Abass Ndao. Ces travailleurs veulent une solution définitive à leurs multiples maux. Le mot d'ordre est renouvelé encore pour 72 heures, c'est-à-dire jeudi, vendredi et lundi, dans l'attente d'actes concrets posés par les autorités. Ce mouvement d'humeur est lié d'une part au non-paiement des salaires de novembre, décembre et maintenant janvier, au dysfonctionnement vraiment grave noté dans les services avec une pharmacie qui est vide et des services dépourvus de tout matériel et de tout consommable. L'hôpital Abass Ndao a droit à 2 subventions, l'une de la mairie de Dakar, l'autre du ministère de la Santé. Malgré tout, les moyens techniques font défaut. Aujourd'hui, ces médecins demandent un audit pour son redressement. Nous n'avons pas de subvention réelle de la ville de Dakar. La seule subvention que nous avons reçue concerne celle de 2012 où ils ont livré une partie du matériel, mais en réalité nous ne recevons pas de subvention de la ville de Dakar. Du ministère de la Santé, nous avons une subvention mais qui est vraiment insuffisante compte tenu du fait que l'hôpital prend en charge la majorité de son personnel. Donc cette subvention-là qui est censée être une subvention de fonctionnement, en réalité ne sert qu'à payer des salaires. Nous réclamons un diagnostic sans complaisance des assises entre la ville de Dakar, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le conseil d'administration et le personnel. Depuis des années, c'est les mêmes problèmes qui reviennent dans cette structure qui reçoit 300 consultations par jour. Le personnel, très affecté, compte dur sur le combat si une solution n'est pas vite trouvée à leur plateforme. Des licences de pêche au noir, c'est l'alternative des pêcheurs artisanaux, une voie bien sûr illégale mais surtout inconfortable, surtout quand ils naviguent sur les eaux bissau-guinéennes. La direction des pêches maritimes veut mettre fin à cette pratique qui contourne les voies officielles. Mardieng, Nafissatou Silla et Khadim Sissé. Nombreux sont les pêcheurs artisanaux qui ne cessent de se plaindre de l'acquisition des licences de pêche, mais aussi des tracasseries des gardes-côtes bissau-guinéens. Et quand les gardes-côtes de la Guinée-Bissau t'arrêtent sur leur large, non seulement ils te prennent ta moisson, mais ils te menacent aussi avec des armes. Tu payes une licence de pêche à 1 million de francs et 4 mois après, les gardes-côtes bissau-guinéens t'arrêtent, te confisquent ta prise et te font payer une amende de 400 000 francs. Pour obtenir ces licences de pêche, beaucoup de pêcheurs remuent ciel et terre. Certains vont même se trouver des négociateurs. Guinée-Bissau, licence, il faut pour obtenir une licence de pêche, nous nous rapprochons souvent de quelqu'un qui connaît vraiment la Guinée-Bissau et l'administration maritime. On négocie en payant souvent 1,8 million, 1,2 million ou parfois même un peu moins. 100 ou le moins, ça dépend de la négociation. Une pratique qui leur coûte cher et qui est totalement réprouvée par la direction des pêches maritimes. Ceux qui sont intéressés puissent passer régulièrement au niveau des services. Et ça faciliterait la tâche chaque fois qu'il y ait des licences parallèles. Parce que même il y aurait des démarcheurs, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est signalé par les services, c'est signalé par aussi beaucoup d'autres acteurs. Il y a des démarcheurs qui viennent jusqu'au niveau, disons, du sud pour proposer des licences. Et d'autres démarcheurs qui sont nationaux, mais qui proposent leurs services à la place de l'État, qui disent que, écoutez, on peut vous prendre vos demandes de licence et aller vous les chercher. D'où le surenchérissement du coût dont vous parlez, jusqu'à 1 million quand même. Enfin, on ne sait pas. Pour les pirogues à moteur de moins de 60 chevaux, les pêcheurs sont tenus de payer entre 600 et 900 000 francs et 200 840 francs pour les taxes de navigation. Pourtant, la direction des pêches maritimes peut faciliter l'acquisition de la licence, mais faudra-t-il que les pêcheurs artisanaux se rapprochent de cette direction? Mais malheureusement, il faut le dire, au résultat, c'est peu de pêcheurs qui passent dans le cadre régulier. La partie bissau-guinéenne, ils nous ont fait savoir qu'il y aurait 200 licences hors prod. Enfin, ils ont signé 200 licences. Nous, on leur a dit, mais nous n'avions reçu que 13 demandes qui sont passées par la direction des pêches maritimes. Les licences de pêche sont capitales pour tout pêcheur qui entendent naviguer au-delà de nos frontières maritimes de manière légale. La DPM exhorte les pêcheurs à emprunter la voie normale.
La lutte contre la malnutrition, la cellule qui s'occupe de la question a lancé ce matin le programme de fortification des aliments les cibles prioritaires, l'huile et la farine avec la vitamine A et le fer. Diafaraba, Cheikh Abdoukadir Mbakesek. La lutte contre les carences en nutriments, le Sénégal pilote un programme de renforcement de la fortification, un plan stratégique pour l'enrichissement des aliments en vitamine A et en fer. Le gouvernement du Sénégal a dialogué pendant un certain nombre de temps avec ces industriels pour trouver justement les voies et moyens d'arriver à une fortification des aliments les plus consommés au Sénégal. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités en rendant obligatoire justement la fortification de l'huile et la fortification de la farine. L'État du Sénégal aussi a fixé les normes concernant ces fortifications et a aussi, dans le cadre du programme de renforcement de la fortification qui découle du plan stratégique national de la fortification des aliments, a mis en place des dispositifs pour accompagner ces industriels avec le concours des partenaires techniques et financiers. En vue de s'attaquer aux causes de cette maladie, la cellule de lutte contre la malnutrition élabore des politiques, une façon de sensibiliser les populations. Tout le monde sait que l'huile, dans nos cuisines, il y a toujours de l'huile. Aussi le matin, nos compatriotes mangent du pain. Donc on a choisi dans les 5 que nous avions ciblés dans une étude, qui est l'étude FRAT, pour déterminer les aliments véhicules. Dans cette étude FRAT, on a dit que bon, si nous arrivons à ajouter de la vitamine A dans l'huile, et que aussi nous mettons du fer et de l'acide folique, la vitamine B9, dans la farine pour le pain, nous arriverons à régler un peu ces questions. Le programme de fortification cible les 14 régions du Sénégal avec une couverture de 90% de la population totale. Les cibles spécifiques sont les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes en âge de reproduction. La dépollution de la baie de Anne, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement avancent 33 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Un atelier a présenté ce matin les variantes de l'étude complémentaire de ce projet qui peine à prendre forme. Le gouvernement, en relation avec les partenaires au développement tels que l'AFD et la BI, ont mis en place donc un projet. Il est vrai que depuis quelque temps on en parle, mais ce projet fait son bonhomme de chemin, ce qui fait l'atelier, l'objet de l'atelier de ce matin. Il est vrai qu'il y a eu quelques soulèvements, quelques protestations pour ce projet, notamment dans la zone d'Ambao. Mais nous sommes en train aujourd'hui, avec l'administration territoriale, avec les élus locaux, en tout cas, nous sommes en train de faire le travail de sensibilisation et d'explication, parce qu'il y a peut-être au départ un problème d'incompréhension, mais ce projet, effectivement, en tout cas, vaut la peine d'être réalisé. Je m'en vais d'ailleurs dans les tout prochains jours me rendre sur les lieux encore pour reprendre langue avec ces populations. Ces 33 milliards qui sont déjà donc avancés. Peut-être que ça demandera même plus, mais aujourd'hui c'est très important, 33 milliards. Il faut les utiliser d'abord, on verra le reste. Manfatou Ndoye qui ouvre cette page de sport avec du football. Bonsoir Khalifa, effectivement, on parle des matchs avancés de la 8e journée de Ligue 1 avec Sunéor Diaraf qui ont fait match nul 0-0 et Djambar qui a étrié, c'est le monde olympique de Ngor, 4-0, match anticipé pour les Verts et Blancs du Diaraf et les joueurs de Sali qui doivent compétir, vous le savez, au plan africain à partir du 8 février. Le CHAN 2014, on attend de connaître l'équipe finaliste de la compétition. L'autre équipe finaliste, le Nigeria affronte en ce moment même le Ghana. La Libye a réussi à arracher le premier ticket de cette finale du CHAN contre le Zimbabwe. Un succès au bout d'une rencontre assez pauvre qui se sera finalement soldée par une séance de tirs au but 0-0 et donc 5 tirs au but pour les Libyens à 4 donc pour les Zimbabwéens. Retour chez nous, c'est pour parler de basket. Vous le savez, l'équipe nationale masculine risque de ne pas participer au prochain mondial si les Sénégalais
où le Sénégal ne paye pas l'amende infligée par la FIBA Afrique. Alors, qu'en pensent les citoyens? Ils considèrent que l'État sénégalais doit prendre ses responsabilités et payer cette amende déjà pour redorer l'image de notre pays à l'extérieur. Nous les écoutons. L'État doit faire tout son possible pour donner les 300 et quelques millions. Les Lions veulent l'appel, quoi. Oui. Il faut donner, quoi. Si c'est pour représenter notre pays, l'État doit faire tout son possible, quoi. Les Lions ont fait une performance lors de la Coupe d'Afrique passée là. C'est pourquoi ils ont montré quelque chose qui en vaut la peine, quoi. C'est pourquoi j'insiste sur ce fait pour que l'État puisse donner, puisse donner cet argent pour que nous puissions participer là. Quand on parle de basket ici en Afrique, parmi les premiers pays qu'on citera, on citera le Sénégal. Le Sénégal est un pays qui, en matière de basket, ils sont trop forts. C'est pourquoi je ne partage pas cet avis-là. Je crois que l'État doit aussi accompagner ces lions-là pour qu'ils puissent aller au, je ne sais pas, au mondial, pour qu'ils assument aussi leur place ou aussi prouver leur place dans cette compétition. C'est vrai que ce 300 millions, c'est pas peu, c'est beaucoup, mais il faut que l'État aussi aide ces gens-là. Karaté, le Sénégal va organiser le championnat d'Afrique de karaté du 10 au 16 août prochain. Installé ce mercredi et désormais présidé par Samba Issa Bousso, le comité d'organisation doit réunir un budget de 105 millions de francs CFA pour l'organisation de l'événement. Du karaté, on passe au Scrabble avec le comité d'organisation du Festival international de Scrabble francophone de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO, qui a été installé hier, présidé par Momodou Guem. Il est composé de 30 membres et doté d'un budget de 30 millions de francs CFA. À ce propos, écoutons le président du comité interrogé par Cher Sadi Boudiara. L'organisation du FESPAO a été confiée au Sénégal depuis le mois d'avril 2013 à Abidjan, n'est-ce pas, par la Fédération internationale de Scrabble francophone. Donc nous sommes à pied d'œuvre depuis cette date et puis nous avons demandé effectivement l'autorisation du ministère qui nous soutient aujourd'hui et qui vient effectivement d'installer le comité d'organisation du Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest édition 2014. Prévu du 29 mars au 5 avril ici à Dakar. Nous attendons donc les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, et 2 autres pays qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Gabon et le Congo qui seront des invités. Et le budget régional se chiffre à 30 792 000 et je crois que nous sommes à pied d'œuvre pour boucler ce budget bien avant l'organisation bien avant le début du tournoi. On a commencé par du foot et on termine avec du foot, mais cette fois-ci en Europe. Retenez que la suite de la 23e journée de Première Ligue anglaise se joue en ce moment même. Tottenham reçoit Manchester City. Chelsea de Dembaba accueille West Ham de Mohamed Diamé. Hier, Arsenal a fait la mauvaise opération de cette 23e journée, concédant un match nul devant Southampton de partout. Manchester United, avec sa nouvelle recrue titularisée Juan Mata, a battu Cardiff sur le score de 2-0 et puis Liverpool qui s'est largement imposé sur le score de 4-0 dans le derby de la Merci. Et puis en Espagne, on joue les quarts de finale retour de la Coupe du Roi. Retenez que le FC Barcelone accueille Levante qu'il avait déjà battu à l'aller 4-1 et puis hier le Real de Madrid s'est qualifié en demi-finale après sa victoire devant l'Espagnol de Barcelone 1-0. 17e journée en retard de la Bundesliga, le Bayern de Munich affronte en ce moment Stuttgart et puis en Italie on dispute le dernier quart de finale de la Coupe. La Lazio fait face actuellement à Naples à 19h45, match qui a débuté à 19h donc 45. Et puis on termine Khalifa avec ce souvenir, le talent à l'état pur après son but de la main face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 1986. Diego Maradona ici en train de réaliser un exploit époustouflant slalom filmé sous un nouvel angle qu'on peut désormais admirer donc avec cette nouvelle version derrière les cages du gardien anglais Peter Shilton. Ça te rappelle ta jeunesse forcément. Et surtout la fameuse main de Dieu.
voilà. De Maradona. Merci Mme Fatou Ndoye. Alors, dernier chapitre de ce journal, l'acte 3 de la décentralisation. Dans 3 minutes, avec moi sur ce plateau, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales. Nous parlons bien entendu de ce projet avec ses dispositions contestées. D'abord, la suppression des régions qui ne rencontrent pas l'approbation des présidents de région. Justement, à Louga, la caravane de sensibilisation a d'ailleurs essuyé une marée de brassards rouges. Tchernofal. C'est avec des brassards rouges que les agents du conseil régional de Louga ont accueilli la caravane de sensibilisation sur l'acte 3 de la décentralisation. Ils ont ainsi manifesté pour protester contre la suppression des conseils régionaux qui, selon eux, présentent une menace sur leurs emplois, mais également sur la coopération décentralisée. Au-delà de la menace sur les emplois des travailleurs, cette loi est une réelle gêne, un véritable poignard dans le dos des populations privées des impacts positifs de la coopération décentralisée et des collectivités locales intermédiaires soumises au sous-emploi d'opportunités de financement de leur programme de développement local au nom d'une simple vanité politique. Concernant le souci de ces travailleurs liés à la coopération décentralisée, le directeur de l'appui au développement local déclare: il n'y a pas de souci. C'est le futur conseil départemental. Dans le cadre de l'articulation des textes et de l'harmonisation des dispositions, il faut harmoniser les dispositions réglementaires à cet égard. Ce sont les conseils départementaux qui vont hériter de ce patrimoine. Il les a également rassurés sur la préservation de leurs emplois. Il n'y aura pas de perte d'emploi pour les agents des conseils régionaux. Nous avons les conseils départementaux, véritablement, qui n'ont pas encore de personnel et qui ont besoin de planificateurs, d'aménagistes, de comptables, de secrétaires, de chauffeurs, et j'en passe. Mais là, nous avons une assiette d'emploi indéniable pour ces agents des conseils régionaux. La caravane a été accueillie au Centre culturel régional de Louga où un forum de sensibilisation et d'information sur l'acte 3 de la décentralisation s'est tenu. Un autre point qui dérange, l'exigence de la maîtrise de la langue de travail. Les prétendants à des postes d'élus locaux devront savoir lire et parler français obligatoirement, quid alors de nos langues nationales et de l'arabe. C'est du moins l'interrogation de certains rencontrés par Mohamed Dieng et Daouda Sow. Les articles 95, 31 et 168 du nouveau code des collectivités font polémique. Ces dispositions postulent que pour être membre de bureau, maire, conseiller municipal ou encore départemental, il faut savoir lire et écrire en français, ce qui est un paradoxe et contraire à la démocratie, selon certains. C'est un grand recul démocratique. Parce que ça veut lire et écrire en français, ton peu au Sénégal, nombreux. Par contre, si ça veut lire et écrire en Wolof, en langue nationale sénégalaise, sont très nombreux, dans le monde rural en particulier. L'ancien texte disait que pour être maire ou adjoint au maire, il faut lire et écrire, point barre. Maintenant on dit qu'il faut lire et écrire en langue officielle du pays, c'est le français. Ils sont très... C'est une minorité, infime minorité. C'est même contradictoire par rapport aux grandes décisions que le régime en place a déjà prises. Je vous rappelle que le bac arabe vient d'être organisé pour la première fois au Sénégal. Je vous rappelle que dans le même code général des collectivités locales, on a inclus dans les compétences transférées le fait d'appuyer les daara modernes. Je vous rappelle aussi que nos langues nationales ont été codifiées. Donc, il faut faire la promotion de ces langues. L'Union pour le renouveau démocratique entend pour sa part combattre les exigences de l'article 95. Elle l'a fait savoir lors de son dernier bureau politique. Pour son secrétaire général, les langues nationales valent bien que le français. Ce monde-là est très intelligent. Ils savent compter et parler wolof et pulaar et arabe. Ils savent gérer leur compte. Ils savent calculer en langue arabe, surtout en wolof. Et si on le fait, c'est comme on fait confiance aux langues sénégalaises. Avec les réformes de l'administration territoriale à travers l'acte 3, les communautés rurales vont changer de statut pour devenir des communes dans ces zones où les langues locales sont plus utilisées. Imposer le français aux élus locaux risque d'avoir des conséquences. Le plus grand nombre exclut des instances de décision locales, exécutivement locales. Si on exclut le plus grand nombre, on n'a pas la démocratie. C'est maintenant une élite qui va gérer ça. Une élite urbaine qui sera là à la base. Or, ils ne savent pas ce que le monde rural veut dire. La fonction de l'élu est une fonction politique, c'est-à-dire où on dégage une orientation, où on arrête une vision
à charge maintenant pour les agents des collectivités locales de mettre ça en exécution. Donc le fait de dégager une orientation, d'asseoir et d'avoir une vision n'exige pas à proprement parler la maîtrise d'une langue. On peut avoir une vision à tout point de vue, quelle que soit la langue qu'on maîtrise. Initié par le gouvernement, l'acte 3 de la décentralisation continue toujours de susciter des controverses. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diakhaté. Du pain sur la planche, c'est très clair. Oui, du pain sur la planche. Alors d'abord, ces dispositions dont le caractère discriminatoire est certain aux yeux de beaucoup. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui le motive? Je pense que c'est une discrimination positive qui résulte même de notre constitution. Les dispositions constitutionnelles du Sénégal affirment avec force que la langue de travail du Sénégal est le français, la langue officielle. Oui. Ce que nous avons fait, c'est plus ou moins mettre en conformité le code des collectivités locales avec les dispositions constitutionnelles. Le code prévoyait en son temps que pour être membre du bureau, en tout cas exécutif local, il fallait savoir lire et écrire, sans préciser dans quelle langue. Ce qui nous paraissait être quand même extrêmement dangereux du point de vue même de l'interprétation. Mais il allait de soi qu'on parlait de la langue officielle. Donc c'est ce qu'on a exactement mis dans le code. Étant entendu qu'on ne peut pas quand même faire reproche à une législation d'être conforme à notre constitution, la langue de travail dans les administrations du Sénégal est le français. Je pense qu'il n'y a pas à se faire un complexe ou à essayer de titiller des populations ou les appeler à une révolte, parce que simplement on veut travailler dans la langue officielle du Sénégal qui est le français et qui est la langue qui a été codifiée par notre constitution. Tous les articles, toutes les lois du Sénégal sont en français. L'administration travaille en français. L'état civil est délivré en français. Les impôts sont payés en français. Les quittances sont délivrées en français. Le budget est fait en français. La nomenclature budgétaire est établie en français. Je pense quand même, venant d'un homme d'État comme le président Djiboka, ça m'étonne un peu. Ils sont là depuis 1960. Ils sont là depuis 1960. Ils n'ont jamais rien fait pour réinverser, pour qu'on travaille dans nos langues nationales. C'est aujourd'hui qu'ils découvrent l'existence de nos langues nationales. J'estime qu'il faut savoir raison garder. C'est une mauvaise foi ou une volonté de... Je ne suis pas dans des jugements ou des qualificatifs. J'estime quand même que cette critique n'est pas objective, elle n'est pas fondée, elle n'est pas conforme à nos valeurs républicaines et à notre constitution. Mais comme le débat est posé, est-ce que c'est envisageable de l'examiner sous un autre angle? Je pense que le débat est posé, il est mal posé. Aujourd'hui, c'est le bureau, l'exécutif, qui doit quand même savoir lire et écrire en français. Parce que le budget du Sénégal, comme je l'ai dit, le budget des communes et des collectivités locales, c'est des budgets qui sont établis. Les délibérations se font en français, les PV de délibération sont rédigés en français, mais la coopération décentralisée, le cadre juridique conventionnel, c'est un cadre qui est en français. Mais je me demande, un maire qui ne peut pas lire et écrire en français, comment il va pouvoir gérer, sauf à dépendre de personnes sur lesquelles il ne peut même pas avoir de contrôle. Donc je pense que c'est un faux débat. En tout état de cause, c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui est une loi de notre République, qui doit s'appliquer, qui est applicable et qui est exécutoire. Oui, alors nous en arrivons à ce projet de suppression des régions. Est-ce une mesure irrévocable malgré tout, malgré toutes les contestations? C'est une suppression provisoire. Je rappelle que dans le cadre des concertations, à la suite du dépôt du rapport du Comité national de pilotage, le président de la République avait ouvert des concertations. Vous dites provisoire, c'est nouveau ça? Je veux dire, c'est une suppression qui doit nous amener à aller vers des pôles de développement. Ce qui a été demandé par les élus locaux, ce qui a été demandé par les opérateurs économiques du Sénégal, ce qui a été diagnostiqué par les experts en décentralisation comme étant une faiblesse dans la production des régions. Parce que simplement, nos régions procèdent d'un émiettement de notre territoire qui font que les territoires ne sont pas très viables ni compétitifs. Et nous, on veut des territoires viables et compétitifs. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, vous avez suivi l'actualité en France, la déclaration du président François Hollande, où il dit qu'il faut qu'on réduise nos régions pour avoir des tailles plus significatives. Je ne sais pas trop si on peut comparer avec la France. Alors, je vous lis, si vous me permettez, une contribution que les élus locaux ont déposé dans le cadre des concertations qui date du 18 octobre 2013, où les élus locaux eux-mêmes disent, et je les cite, ainsi, concernant la cohérence territoriale, au terme des travaux du comité de suivi, marqués par des échanges féconds, les élus locaux sont parvenus à des positions communes et des propositions consensuelles sur les territoires et sur les échelles de gouvernance, à savoir
Premier point, des territoires pertinents et cohérents à travers 6, 7 ou 8 pôles de développement. Mais ce qui rejoint l'autre, de toute façon, les pôles, l'existence des pôles ne supprime pas systématiquement les régions. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ça ne peut pas aller de pair. Parce que les régions avaient pour mission la coordination, l'harmonisation et l'impulsion du développement social, économique, sanitaire, culturel au niveau des régions. Et justement, eux, ils parlent plutôt de pôle économique et non territorial. Non, on parle le même langage. Souvent, on l'appelle pôle économique, des autres l'appellent pôle territorial, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir des cadres cohérents, plus significatifs, plateforme territoriale qui est capable de porter les ambitions de développement. Donc, en réalité, on parle le même langage. Donc, eux-mêmes ont fait des études pour aboutir à cette conclusion qui est celle du président de la République. Dans le cadre des concertations, ils ont produit cette contribution et malheureusement, on ne pouvait pas avoir et les régions et les départements dans une coexistence, étant entendu que ça allait amener une fragmentation des compétences et une illisibilité des échelles de gouvernance qu'on ne pouvait pas comprendre. On ne peut pas avoir à l'échelle de gouvernance deux échelons intermédiaires. Les régions étaient des échelons intermédiaires de coordination, ce qui est aujourd'hui le cas des départements. Vous parlez le même langage, autrement dit, vous faites votre mea culpa de l'absence de concertation? Non, les concertations, justement, je vous donne l'exemple atypique que les concertations ont été menées. Sur notamment la suppression des régions. Sur la suppression des régions, parce que quand on demande la mise en place de pôles de développement qu'on appelle pôles territoriaux ou pôles économiques, qu'on le demande de manière officielle, ça veut dire implicitement, on demande quand même la suppression. On ne peut pas faire ce bâtiment de TFM sans commencer à faire des fondations, à supprimer l'existant. Vous vous êtes précipité un peu. Ce n'est pas de la précipitation, c'est un consensus fort qui s'est dégagé, mais un consensus entre tous les acteurs qui ont été impliqués dans le cadre de l'ARS n'est pas d'accord. Qui est l'ARS? L'association des... Ils ne sont pas d'accord, mais c'est des présidents de régions qui ne sont pas d'accord. Parce que simplement, je pense que dans une réforme, il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne comprennent pas la réforme. Il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la réforme du point de vue personnel, ou en tout cas intérêt personnel. Mais aujourd'hui, je pense que quand même, on ne peut pas commanditer des études, dire que nos régions sont faibles, elles ne sont pas viables en l'état actuel. Il faut aller vers des pôles et qu'on s'engage à aller vers les pôles. Qu'on nous dise, vous ne pouvez pas le faire parce que simplement, il y a la coopération décentralisée, il y a des emplois qui sont menacés, ce qui est vraiment le contraire de la réalité. Justement, cette suppression des régions serait égale à un manque à gagner, estimé que l'ARS estime à plus de 100 milliards de francs CFA. D'abord, c'est une estimation qui n'est pas sérieuse, qui repose sur aucun fondement. Nous, à l'état actuel de la coopération, nous avons les chiffres qui n'ont absolument rien à voir avec les chiffres qui sont annoncés. Ça, c'est un. De deux, la coopération n'est pas perdue. Les éléments bénéficiaires de la coopération... Mais la coopération n'a plus d'interlocuteurs. Mais jusqu'au 29 juin, il y aura des interlocuteurs. Après le 29 juin, nous, on entend mettre en place les pôles dans le cadre soit d'entente interdépartementale, soit dans le cadre d'établissement public interdépartemental. On peut trouver, on a des scénarios fonctionnels, opérationnels, sur lesquels on est d'accord avec les partenaires techniques et financiers et qui permettent de prendre la relève. Mais les régions du Nord, il ne sera pas question pour elles de traiter avec des départements du Sud. Ce qui est exactement aussi le contraire de la loi tutélaire du 2 février 2007. La loi permet aux collectivités territoriales de France, et je vous cite l'article 1115 du Code général des collectivités territoriales, qui dit de manière très claire que les collectivités territoriales de France peuvent, dans le cadre d'une coopération et d'une aide, traiter avec toutes les autorités locales. Sans exclusion, c'est là où je parle et sans catégorisation. La région on a des cas d'exemple où le département est en coopération décentralisée avec des communes, où des régions sont en coopération décentralisée avec des communes et vice-versa. Donc je pense que ça aussi, c'est aborder des questions sur lesquelles on n'a absolument aucune maîtrise. Et comparé avec la France, c'est un peu passé à côté de l'essentiel. Il aura fallu pratiquement près de 20 ans avant d'en arriver à la mise en œuvre, à l'entrée en vigueur progressive depuis 2005. Donc c'était long, d'où la précipitation qu'on vous prête. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réforme a été initiée sur la base d'une vision du chef de l'État qui a été quand même maire pendant 10 ans. Donc pas consensuel. 10 ans, c'est une vision. Maintenant, consensuel, oui, parce que quand même le comité national de pilotage a été mis en place sur la base d'une démarche inclusive, participative, qui n'a écarté aucune famille d'acteurs intéressés par la décentralisation. Des professeurs d'université, des maires, des élus locaux,
Les travailleurs des collectivités locales sont dans le comité national de pilotage qui a fait un travail qui procède d'une démarche, à mon sens, qui est une démarche très neutre, scientifique, inclusive, participative et qui a donné ses résultats. Aujourd'hui, il n'y a aucune critique sur une mesure. On essaie d'inventer des critiques ou en tout cas des effets néfastes sur l'impact de la réforme, ce qui n'est pas réel. Il n'y a aucune critique objective qui peut être construite à travers les résultats de cette réforme, en tout cas dans sa première phase. C'est troublant tout de même l'inclusivité dont vous parlez, alors qu'à côté on dénonce un manque de consensus. Mais je vous dis encore une fois, voilà la preuve qu'il y a eu des concertations. Voilà la preuve que pendant 2 jours ou 3 jours, le président de la République lui-même, bloquant son agenda, s'est ouvert à toutes les familles d'acteurs et l'Assemblée nationale a voté la loi. Je pense que quand même, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de concertation, soit ils n'étaient pas au Sénégal au moment où les concertations se déroulaient, soit c'est de la mauvaise foi. Ce que vous appelez concertation, c'est l'étude commanditée par les présidents de région et soumis au président. Mais non seulement, non, la concertation dont je parle, c'est d'abord le processus d'élaboration de la réforme, où c'est un processus multi-acteurs, avec vraiment toutes les personnes qui sont censées être concernées par la réforme. Donc dans l'élaboration, c'est un processus multi-acteurs inclusif et participatif. Qu'est-ce que la RSM joue alors? Mais il faut leur poser la question, si vous avez l'occasion de leur poser la question. Dernière question. Mais je pense qu'il y a des intérêts personnels qui sont mis en avant, qui n'ont absolument rien à voir avec l'intérêt général. Nous, la réforme poursuit l'intérêt général. C'est vrai, c'est des présidents de région qui avaient l'avantage de ne pas avoir de clientèle politique, qui n'avaient pas de base politique, qui ne faisaient aucune réunion politique et qui se trouvaient au-dessus des conseils régionaux avec des salaires assez importants, avec rang ministériel, avec passeport diplomatique. Tout ça, je pense, c'est la réforme qui vient perturber cette existence. Mais bon, je pense qu'ils ont la possibilité d'aller dans les départements pour compétir. Ils ont la possibilité d'attendre la mise en place des pôles. Vous me dites ce soir que la décision est irréversible. C'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée. Très bien. Je pense que c'est une loi de la République. Alors que nous tous, nous devons exécuter. Ma dernière question concerne justement l'opposition qui redoute des dessous politiques dans ce projet, dont l'objectif serait pour le pouvoir de ne pas perdre justement les plus grandes villes lors des locales. Je pense que c'est Charles Baudelaire qui disait qu'à force de croire à l'imaginaire, celui-ci devient réel. Si on peut être dans les consciences des gens pour s'imaginer ce qui se passe là-dedans, on ne va pas s'en sortir. En tout cas, personne, et je mets au défi quiconque, de dire voilà ce qui paraît avoir des allures de manipulation politique. Cette réforme est une réforme neutre, pensée par un Sénégalais, exécutée dans l'élaboration par des Sénégalais, au profit des Sénégalais. Il n'y a pas de manipulation, on est très loin de ça. L'APR est un parti majeur, fort, parti au pouvoir, qui a des hommes et des femmes qui incarnent les valeurs de la République et qui ont toutes les chances de gagner les élections dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, qui est une alliance forte, majeure, qui va remporter Maître Oumar Youm, pour finir avec cette note de campagne, alors Oumar Youm, aménagement du territoire et collectivité locale. Excellente soirée. Merci, monsieur le ministre.